Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On rencontre Philippe Lorange et on se parle de la vulnérabilisation du service en français dans nos hôpitaux. Oui, mais ça l'a sorti dans le Journal de Montréal, mais c'est pas la première fois qu'on en parle, mais là, il y a comme une grande enquête qui a été faite dans le Journal de Montréal qui montre que plusieurs hôpitaux au Québec n'arrivent pas à donner des services en français, du moins pas de manière systématique. Et là, on a plusieurs témoignages qui montrent notamment une femme enceinte qui venait tout juste d'accoucher, puis les médecins et les infirmières sur place n'arrivent pas à parler français à la femme. Puis là, on n'est pas en Ontario, je rappelle, on n'est pas dans le Canada anglais. Là. Est-ce que on sait dans quel hôpital ça s'est produit? Je ne me rappelle pas exactement, mais c'est dans le centre mais l'affaire, c'est que McGill, j'en ai noté plusieurs, en fait, parce que c'est plusieurs hôpitaux qui posent problème, notamment il y a l'Institut neurologique de Montréal qui est comme dans le campus McGill, le centre hospitalier Sainte-Marie. On parle surtout beaucoup de l'hôpital de Montréal pour enfants. Qui n'est pas le même que Sainte-Justine, soit dit en passant. Il y a le General Hospital, le Jewish, et donc, tous ces hôpitaux-là posent problème quant au fait de donner un service en français comme tel. Et là, parfois, c'est parce que, quand même, quand on va à l'hôpital, c'est pas juste pour la grippe ou un rhume, là. Parfois, c'est quand même pour des choses assez importantes. Surtout pour un bout de chou, en plus, dans un hôpital pour enfants, l'enfant parle pas anglais. Écoute bien, là, il va falloir que quelqu'un y parle dans c'est ça, puis d'autant plus que, je me rappelle, il y a un témoignage dans le journal qui dit que c'est une femme, elle amène son jeune garçon, puis là, son jeune garçon, chez elle, il criait, il pleurait, tout ça. Puis là, en voyant un médecin anglophone, ça l'a comme gêné. Fait qu'il a comme plus rien dit. Puis là, le médecin, il comprenait pas. Il disait, finalement, on va juste vous donner des Tylenol, puis ça va finir là. Mais finalement, elle a incité pour avoir des tests, des analyses. Puis là, comme de fait, c'était pas juste des Tylenol qu'il fallait, là. Et donc, c'est quand même... C'est une parfaite illustration. Tu sais, comme tout le monde dit, voyons donc, là, quand même, tu comprends l'enfant malade. Il y a quelqu'un qui parle français ici, rabagouine un peu des mots. Mais c'est des subtilités qui peuvent faire la différence. Absolument. Puis d'ailleurs, c'est normal que les anglophones, la minorité historique anglophone du Québec, aient le droit, aient leurs propres instituts où ils peuvent se faire servir en anglais. Mais il faut aussi quand même, tu sais, on est au Québec, là. La seule nation francophone en Amérique du Nord, il faudrait quand même que partout au Québec, on ait toujours le droit à un accès en français. Et le problème, c'est que parfois, on a le droit, mais par exemple, il y a des témoignages qui disent dans le journal que, par exemple, une dame qui le demande systématiquement, mais à chaque fois, c'est comme vu comme un dérangement. Donc, c'est toujours vu comme, OK, on va te le donner, mais bon, c'est comme une concession, alors qu'on est quand même au Québec, là, on n'est pas... Absolument. Écoute, je peux en témoigner moi-même, là, Philippe. Là, je veux dire, quand la bonne entente mène à une forme de laxisme, puis on se fait manger à la laine sur le dos, là. Je veux dire, la vérité, moi, j'ai toujours eu d'excellents services parce que par un cheminement de mon médecin généraliste que je suivais à Notre-Dame, à l'hôpital Notre-Dame. Lui, à un moment donné, il a décidé de changer puis d'aller travailler à St. Mary's. Fait que je l'ai suivi à cet hôpital-là, puis j'ai toujours eu là, vraiment là, des soins fantastiques, un service fantastique, éminemment beaucoup d'anglophones dans le personnel, mais qui se parlaient en anglais entre eux, peut-être, mais le premier mot qu'ils disaient pour accueillir quelqu'un, c'était « bonjour ». Puis il parlait français très bien, fait que tout allait bien, mais ça périclite actuellement. J'ai eu des témoignages comme quoi, effectivement, trouver du personnel qui parlerait français dans certaines cliniques liées au centre de santé McGill, ça devient de plus en plus difficile. Fait qu'il faut pas... C'est important de le nommer, puis il faut arrêter ça. Il y a peut-être des raisons, mais il va falloir qu'ils corrigent, parce que c'est fondamental. Ben absolument. Puis d'ailleurs, là, dans les témoignages, tu me dis que les médecins se parlent en anglais parfois, mais ils peuvent quand même servir en français. Mais là, dans les témoignages qu'on a, c'est que non seulement ils se parlent en anglais, mais tout de suite, ils abordent la personne en anglais. Ça marche pas. En disant « hi », même pas « bonjour, hi », là, juste « hi » tout court. Puis on dit « English or French », non pas français ou anglais. Là. Ouais, ça, donc déjà, on envoie un message. Là. C'est comme un manque de délicatesse. Moi, c'est ça qui m'écoeure le plus. C'est le manque de délicatesse. On dirait que, moi, comme l'autre jour, excuse-moi, je suis hors sujet. Aucun problème. Je me fais livrer une épicerie, pas par une grande bannière, par une alternative un peu granole. OK? Les livreurs, depuis des années, au moins 2 ans, il n'y en a pas un, je pense, qui a été capable de me dire bonjour. Bon. Quelqu'un va me dire, ouais, ça, c'est des jobs pas super faciles. C'est des gens qui arrivent, qui ont des permis de travail temporaires. Ils arrivent. OK, d'accord, mais il faut au moins que la personne me regarde avec un sourire et me dise, sorry, I don't speak French. Puis que je vois dans ses yeux qu'elle s'en excuse parce qu'elle est consciente qu'elle devrait. Puis après ça, on va pas casser du sucre sur son dos. Elle peut bien pas parler français, mais au moins sens-toi mal de pas parler français. Mais il n'y a pas ce sentiment-là. Pourquoi? Parce que non seulement Montréal s'anglicise, mais tout le Grand Montréal s'anglicise. Et malheureusement, c'est comme si le fait d'imposer le français, de voir le français comme la langue commune, ça, malheureusement, c'est une mentalité qui périclite à Montréal, dans le Grand Montréal. Donc les francophones peuvent bien se plaindre. Mais dans le fond, je dis que les francophones se plaignent, mais quand on le voit dans les... constate.
Oui, mais on le constate, c'est-à-dire même dans les discussions qu'on peut entendre un peu partout, là, on entend souvent des francophones entre eux se parler en anglais ou se parler en bilingue. Donc pendant plusieurs lignes, plusieurs phrases, ils se parlent en anglais, puis là, ils switchent au français pour deux, trois mots, ils reviennent au français. Alors que c'est des francophones, c'est des Québécois, parfois même des Français qui veulent être cool, ce qu'ils disent sont en Amérique. Là. Oui, ben ça, c'est très possible, ça. Honnêtement, c'est très possible. Ils en sont même pas conscients. Non. Ils sont pas conscients, mais c'est pour ça. Moi, ce qui m'agace, c'est la même affaire à Concordia. C'est l'université où je suis allé. Mais est-ce que vous êtes conscient que ça nous irrite, que vous ne tenez pas compte que le français, il faut le protéger? Vous faites partie de notre gang si vous nous aidez à le protéger. Mais sinon, vous jouez contre nous autres. Ben oui, c'est ça. Ben là, malheureusement, il y a comme vraiment les deux solitudes, absolument, là, les deux peuples qui n'arrivent pas à s'entendre. Et malheureusement, ben là, je pense qu'il y a clairement un mépris, parce que non seulement dans l'enquête du Journal de Montréal, on voit que il y a des gens qui disent, mettons, quand j'ai les services en français, ben je sens que c'est plus humain. Pourquoi? Parce que, bon, on est un peu pareil, là, on parle la même langue, mais tout ça. Tandis que si la personne parle anglais, on dit que le soin est plus expéditif. On cherche à vous tasser parce que vous dérangez, finalement. Qui dit ça, là? Ben là, c'est des témoignages dans le Journal de Montréal. Donc, quand le service est en anglais, c'est beaucoup plus expéditif. Pourquoi? Parce que il y a une barrière linguistique, donc vous êtes vu comme un peu un genre de boulet, quelqu'un de fatigant qui demande des services particuliers. J'ose pas croire ça. La personne peut se sentir comme ça, mais c'est sûr que si on parle pas, il n'y a pas d'agrément parce qu'on peut pas parler la même langue, effectivement, ça se peut que ce soit devienne juste technique. T'es un bobo, on va te soigner, puis après ça, tu t'en iras chez vous. Ça se peut que ce soit ça, de sensation. Mais tu sais, moi, je veux pas non plus qu'on donne l'impression qu'on est attaqué. C'est comme, non, c'est comme, faites des efforts. Respectez, c'est une bataille de garder notre français en terre d'Amérique, bout de bon Dieu. Mais on n'est pas attaqué comme tel, mais l'affaire, c'est que, bon, comme on sait, tout le Grand Montréal s'anglicise. Donc, clairement, si la démographie ne joue plus notre bord, ben, nécessairement, le respect n'est plus on se fait plus respecter, tout simplement. Et c'est tout simplement normal. Puis d'ailleurs, il faut savoir que c'est un problème qui n'est pas récent. Ça fait quand même depuis des décennies qu'on a ce problème-là. D'ailleurs, je veux juste rappeler le film Jésus de Montréal, là. À un moment donné, c'est le personnage principal, il va aller à l'hôpital francophone qui est comme tout croche pas beau, là. Okay. Puis là, il y a toutes des files d'attente qui en finissent plus. Puis là, ils disent, bon, on va aller au Jewish, là, un hôpital sérieux, là. Là, il arrive tout de suite. Tout de suite, il arrive au Jewish, tout est pris tout de suite. Mais tout le monde parle anglais, il se fait servir en anglais tout le long. Ah oui. Donc, on voit, encore une fois, on voit le clivage entre. Absolument. Donc, on voit tout le clivage entre les éditions francophones, bon, qui manquent d'argent, qui sont, bon, le symptôme d'une nation colonisée, et, bon, l'hôpital anglophone, qui a tout l'argent, qui a tous les meilleurs services qu'il n'y a pas, au sein même du Québec. Et donc, c'est pas tant une caricature, c'est carrément ce qu'on vit actuellement également. Là, on voit les hôpitaux francophones, parfois, peuvent manquer d'argent, alors que le Jewish, le General Hospital, ne manque pas d'argent. Le CUSUM non plus. Hein. Bon, je sais pas, mais peut-être qu'ils reçoivent une part démesurée de financement. C'est possible, mais j'en doute. Je pense, par contre, que les fondations sont très efficaces. Moi-même, quand je reçois une lettre de la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame, puis comme, mais alors que les Anglos se font, peut-être qu'ils prêchent pour avoir moins d'impôts, mais ils se garochent pour faire des dons. Fait que ça fait des fondations très généreuses dans les hôpitaux. C'est clair, mais je pense que c'est quand même le reflet quand même d'une injustice au fil du temps, d'une injustice historique. C'est sûr qu'il y en a. Parce que, quand même, moi, j'avais déjà lu il y a plusieurs années qu'il y avait clairement un sous-financement de plusieurs hôpitaux francophones, institutions francophones de santé. Tandis que, justement, le CUSUM, par exemple, là, qui est déjà un immense scandale de corruption dans l'histoire du Canada. Comment s'appelait ce monsieur qui est disparu, là? Porteur? Oui, c'est ça. Son garage souterrain en hauteur. C'est pas mal. Chaque fois que je passe devant, c'est quand même incroyable. Ouais. Mais le CUSUM, tu vois, par exemple, si on le compare au CHUM, le CUSUM est situé à un endroit où il y a une possibilité d'extension et il est fait plus en largeur. Tandis que le CHUM, lui, est fait en hauteur et il est en plein centre-ville. Donc, c'est très difficile pour le CHUM de prendre de l'extension au fil du temps. Puis, pour un hôpital, moi, j'avais déjà lu que c'est pas l'idéal pour un hôpital d'être fait plus en hauteur. C'est mieux d'être fait en largeur. Parce que, tu sais, quand tu veux passer d'un département à l'autre, là, prendre l'ascenseur, c'est pas si évident que ça. Parce que si tu vas en largeur, tu peux comme plus davantage circuler. Donc le CUSUM a cet avantage-là. Ils sont destinés pendant des milliards d'années. Combien de temps? Puis c'était supposé être dans la cour de triage entre Outremont et Ville-Mont-Royal. C'était supposé être là. Puis, finalement, ils ont choisi de démolir l'hôpital Saint-Luc où Lucien Bouchard s'est fait sauver la vie. Ah, c'est vrai, oui. Ils ont décidé de démolir Saint-Luc pour faire de quoi qui est très beau, là, le CHUM. C'est magnifique. Est-ce qu'on pourrait être plus généreux que nos fondations? Peut-être, je sais pas. Absolument, mais là, c'est ça. Si on veut revenir au sujet comme tel, moi, je trouve ça scandaleux qu'au Québec même, on n'arrive même pas à avoir des services en santé en français. Puis là, on a François Legault qui n'arrête pas de nous dire depuis des années, je veux être le premier ministre qui a freiné le déclin du français au Québec. Et vu que ce soit son
héritage, un de ses grands héritages. Mais pour le moment, il a beaucoup de travail, puis il lui reste juste 2 ans. Donc, il y a beaucoup d'actions à entreprendre, puis malheureusement, j'ai l'impression que c'est un homme qui n'a pas vraiment de vision, qui n'a pas beaucoup réfléchi à ça, parce que, mais notamment, c'est un homme d'affaires, donc il réfléchit beaucoup aux investissements, aux grandes entreprises, des choses comme ça. Mais malheureusement, on dirait que sur ces enjeux-là, il y a plein de bonne volonté, mais il manque beaucoup de courage ou de vision. C'est comme si peut-être qu'il s'entoure mal, je sais pas. J'ai l'impression, moi, en tout cas, que la question de la hausse du seuil d'immigration, au-delà de nos capacités de bien accueillir, un peu partout au Canada, mais spécialement ici, on a accueilli le double de personnes. La crise du logement, tout ça combiné ensemble fait qu'on n'est pas capable de franciser les gens qui viennent nous voir, qui viennent vivre chez nous, puis c'est le plus gros problème. Et l'autre problème, tant qu'à moi, il est très culturel. Quand tu parlais de jeunes qui se parlent en anglais, on pourrait espérer que ce sont des Français de France qui trouvent ça cool de parler en anglais. On pourrait espérer que ce sont des anglophones qui parlent peut-être français parce qu'ils sont dans le quartier, mais qu'entre eux, ils se parlent en anglais. Mais c'est souvent des Québécois. Oui. C'est des témoignages, j'en reviens pas quand un parent me raconte qu'à l'école, les enfants de 16-17 ans, c'est tous des francophones là, de souche, là, d'être pur laine, tout ce que tu veux. Puis ils se parlent en anglais parce que c'est cool. Hey, ça, c'est grave. Oui, c'est à cause de Netflix et compagnie. Ça. Il y a ça notamment, mais je pense que c'est pas juste ça. C'est aussi parce qu'à un moment donné, il y a un inconscient collectif. Moi, je crois à ça. Là, l'inconscient collectif, là, c'était notamment développé par Jung. Là. Et puis, c'est parce que je pense que les jeunes constatent que le pouvoir... Psychologue, psychiatre bien connu, bien sûr. Bon. Puis là, c'est parce que eux, ils voient très bien que le pouvoir est du côté de quoi? Là? Le pouvoir est du côté des anglophones. Quels sont les cégeps les plus prestigieux? Dawson. Les universités plus prestigieuses, McGill, Concordia qui est en hausse. Puis ils voient que les États-Unis, c'est très puissant, que le monde anglophone, c'est très puissant. Puis comme tu dis, il y a Netflix, toutes les séries télé, les films anglophones. Ouais. Donc ils se disent, hey, si on veut dream big, là, si on veut dreamer big. Si on veut dreamer big, là, mais ça se passe en anglais. Alors, pourquoi? Parce que là, on regarde, l'UQAM, c'est un bunker pas beau. Les cégeps francophones ont moins d'investissement, sont considérés moins prestigieux. Donc les jeunes, à un moment donné, ils constatent que le prestige puis l'ambition se fait en anglais. En tout cas, c'est l'image qu'ils se font. Je comprends. Donc, c'est malheureux comme constat, mais je pense que tu as raison. Si je m'assimile à l'anglais, je m'assure d'avoir plus d'ambition, d'aller plus loin dans la vie. Donc, c'est dans l'inconscient collectif, il y a ce mouvement-là qui se fait, et c'est un mouvement d'assimilation. Je pense que c'est vraiment le tout début de l'assimilation, puis on est en plein là-dedans. Là. On est absolument dedans. Puis tu parlais de la démographie, mais comme justement, là, je pense qu'on a dépassé complètement nos seuils d'intégration, malheureusement. Ouais. C'est à la fois malheureux pour la société d'accueil et pour les nouveaux arrivants eux-mêmes. Puis, l'affaire, c'est que les seuils, c'est pas vraiment le Québec qui décide, c'est le Canada. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'a pas tous les pouvoirs d'immigration, on est pris avec le Canada qui nous impose des seuils qu'on peut pas intégrer. Tu parlais de François Legault, Philippe. On peut espérer qu'il va le faire, son fameux référendum sur tous les pouvoirs en immigration. Ça n'arrivera pas, mais on pourrait l'espérer parce que c'est très, très grave. Puis, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de l'intention, le manque de sensibilité. Comment est-ce qu'à Ottawa, on a pu, à ce point... Si ce n'est pas par mauvaise foi envers le Québec, une forme de Québec-bashing prédécidé à l'avance, de laisser aller 50% des demandeurs d'asile au Québec, alors qu'on a à peine 22% ou 23% de la capacité de la population canadienne. Comment on a pu envoyer 2 fois trop de personnes à accueillir? Bienvenue chez nous, là, mais trop de monde à accueillir dans l'endroit où il y a un enjeu de langue. Ben oui. C'est incroyable. C'est de la mauvaise volonté, là. Ou bien c'est des tatas rares qui sont pas capables de voir les chiffres s'accumuler du côté du Québec. Ou bien sont niaiseux ou sont de mauvaise foi. Un ou l'autre, puis c'est grave. Absolument. Ben là, c'est ça. C'est le problème des demandeurs d'asile, c'est parce qu'on avait le chemin Roxham qui est au Québec comme tel. Donc, peut-être qu'il y a eu le mot qui s'est passé chez les nouveaux arrivants, que le Québec est permissif puis qu'on laisse passer comme si de rien n'était. Mais il fallait absolument amener ces gens-là un peu partout au Canada. Absolument. Mais l'affaire, c'est que justement, on est 2 peuples, on est 2 solitudes. Donc, on se comprend pas, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même manière de voir le monde, on n'a pas la même culture, la même identité. Donc, à un moment donné, les Canadiens anglais, pour eux, c'est comme si on était déjà une autre société distincte. Là. C'est comme si, non, mais pas vrai, ils ne les reconnaissent pas. Mais on aimerait ça. En effet. C'est pas parce qu'on veut pas. L'affaire, c'est que moi, je pense vraiment que les anglophones, c'est qu'ils comprennent pas le Québec. Puis pour eux, chaque enjeu qu'on a, pour eux, c'est comme du chialage québécois, de province de BS. Donc, c'est toujours ça que l'idée qu'ils se font. C'est comme la province des chialeux francophones. Puis peu importe ce qu'on a comme problème, c'est comme si ça compte pas vraiment. Donc, d'où l'idée qu'il faut vraiment devenir un pays indépendant parce que on peut pas s'entendre avec des gens qui comprennent pas notre réalité, puis là, qui composent de 3/4 de la Chambre des communes. Moi, je comprends pas pourquoi on reste là-dedans. Là. Il va falloir, en tout cas, que les gens présentent des solutions, puis malheureusement, pour M. Legault, il a comme vidé ses cartouches
devant M. Trudeau, puis il a dit, nous, en tout cas, on fera pas la souveraineté, là, mais on veut plus de contrôle sur notre immigration. J'ai beaucoup de députés, ça devrait suffire pour vous convaincre. Non. Il fait rien. À chaque fois, il fait rien. C'est hallucinant. Puis l'affaire, c'est que moi, j'aime beaucoup la formule de Daniel Johnson père qui disait égalité ou indépendance. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Moi, je revendique quelque chose. Donc, si j'ai pas l'égalité entre les deux peuples, je fais l'indépendance. Mais là, ce que François Legault ne se donne pas cette carte Joker, si je veux dire. Non, il a pas de carte retirée de son. Non, c'est ça. Donc là, à un moment donné, l'adversaire, il regarde ça, puis il se dit, regarde, je peux te dire non, puis à chaque fois, il va juste rien faire, il va se plier, il va se coucher, puis il va faire semblant qu'il y a eu une genre de demi-victoire. Après, je lui ai concédé une petite affaire. L'inaction ici est dangereuse. Oui, l'inertie est très dangereuse. Actuellement. On perd du terrain, puis ça va pas aller en s'améliorant. Merci, Philippe. Merci. Bye, bonne journée.